Voilà, on va rentrer dans le vif du sujet parce que il y a pas mal de diapos, donc j'ai essayé d'être le plus complet possible. Peut-être les spécialistes trouveront ça survole trop, mais c'est très très riche, donc il faut commencer. Donc j'ai mis un titre un peu clairement explicite, hein, théorie et matérialité, c'est un peu l'introduction qu'a fait Christophe sur la voie domitienne. Tout le monde en parle, personne ne l'a vu, donc on va voir le pourquoi du comment et j'espère que je pourrai vous donner quelques indications sur les dernières découvertes sur le sujet. Donc, j'ai juste voulu cibler un peu les éléments qui vont alimenter le sujet. Donc, la voie domitienne, Christophe l'a évoqué, c'est le premier monument antique de la région narbonnaise en Gaule, romain qui est fait en Gaule. Donc, on a plusieurs éléments pour l'analyse et la compréhension de ce monument. C'est bien sûr les sources antiques. Je ne suis pas latiniste et on se perdrait dans des discussions historiques ou littéraires compliquées, donc j'en parlerai à peine. Il y en a de nombreuses, mais souvent assez imprécises d'ailleurs. Et souvent, quand c'est précis, c'est pour évoquer un scandale financier de détournement d'argent public. Donc, ça peut être le sujet aujourd'hui, mais ça ne va pas être ce soir celui qui sera évoqué. Le deuxième volet qui vient alimenter la discussion sur la voie domitienne, c'est les itinéraires. On verra que les itinéraires, donc c'est les circulations et les circuits entre deux points. Les bornes milliaires, qui sont aussi un élément emblématique qui peut être un élément emblématique du paysage et un élément pour figurer et illustrer la voie domitienne. Et après, en fait, c'est l'archéologie, donc sous toutes ses formes, c'est-à-dire ça peut être la photo-interprétation, l'analyse de cartes, de photos aériennes, et bien sûr les fouilles archéologiques. Il n'y a pas de magie, hein. Quand on veut avoir des éléments de chronologie, il faut aller les chercher. Et donc c'est pas la photo aérienne qui les donne, c'est les archéologues sur le terrain. Et même quand ils se donnent les moyens, c'est pas si facile que ça. Donc, quelques images sympathiques. Donc, je vais vous parler des itinéraires pour être très concret. Voici les 4 gobelets de Vicarello qui est trouvé en Italie. Et en fait, ces gobelets, c'est des gobelets en argent de voyage qui ont été retrouvés en Italie, sur lesquels vous pouvez voir des listes de noms de villes, en fait, de lieux, parce que ce n'est pas obligatoirement des villes, ça peut être de plus modestes, avec à côté des chiffres qui donnent des distances. Et en fait, ces gobelets donnent l'itinéraire entre Cadix et Rome, et donc ils passent bien sûr dans la région, et on retrouve des noms comme Narbonne, comme Ambrusson, comme Nîmes, sur ces gobelets. Alors, ces gobelets ils sont du début du 1er siècle après, donc on est bien plus tard que la création de la voie domitienne. Donc c'est juste à titre indicatif, là on va aller encore plus, vraiment au début de la conquête romaine sur les terres gauloises. Un second élément qui sert dans la discussion sur la voie domitienne, qui est aussi très connu, c'est donc ça c'est la reproduction de la table de Peutinger, qui reprend, c'est une carte médiévale qui reprend en fait les cartes plus anciennes, et on a figuré les grands tracés antiques du monde romain ou d'une grande partie du monde romain. Ce que je vous ai mis encadré en rouge, ici c'est la ligne des Pyrénées, la chaîne pyrénéenne, et ici vous voyez le delta du Rhône, ici avec Arles de ce côté. J'ai une très mauvaise vue, donc je crois que c'est Narbonne qui se trouve ici. Voilà la voie domitienne. Et puis il y a toutes les voies antiques, les itinéraires de voies qui sont représentés avec des distances et des noms de villes ou de points de relais. Un élément aussi emblématique pour le secteur, en tout cas pour la voie domitienne, c'est les bornes milliaires. Donc c'est l'exemple très connu
qui est le Clos des Mélettes à Beaucaire, donc, où il y a un ensemble de 4 bornes. La première a été complètement bûchée, elle est là, ici, donc qui marque des ensembles de bornes milliaires en relation avec divers empereurs qui ont fait des investissements lourds. Et donc, souvent, quand les inscriptions sont complètes, on peut assez bien dater, on a le nom de l'empereur, et connaître à quel moment elle a été érigée et dans quel contexte. Donc, qu'elle s'est très bien conservée, dans la région, c'est rarement dans ce cas. C'est très bien conservé. On a des ensembles comme ça où il y a plusieurs empereurs qui sont représentés. Souvent, ce qui peut arriver, c'est le cas sur Metz, qui est juste à côté d'ici. Au moment d'un creusement d'un fossé au bord du chemin qui correspond à la voie domitienne, la découverte d'une borne jetée au fond d'un fossé abandonné. Là, vous voyez, elle est en 2 morceaux, elle a été cassée. Malheureusement, là, il n'y a pas d'inscription. Donc, c'est une borne qui serait de la phase ancienne de la création, peut-être, de la voie domitienne, mais aucune inscription conservée. Il y a des chances que ça ait peut-être été peint directement sur le bloc. Voilà, donc là, c'est des éléments tangibles, objectifs, avec souvent de l'épigraphie qui nous donne des mentions plus ou moins précises suivant l'état de conservation. Donc là, c'est une carte qu'on avait fait un peu de synthèse entre le Rhône et les Pyrénées, où vous voyez en fait les différents symboles en vert, c'est les villes ou les lieux connus. En bleu, vous voyez ici, c'est les endroits où des ouvrages d'art ont été identifiés et sont avec certitude ou quasi-certitude antique, donc des ponts. Vous voyez ici se trouve Marinesque. Et les petits points que vous voyez jaunes un peu partout, mais particulièrement ici, correspondent en fait aux localisations qu'on a pu effectuer avec Christophe, des bornes milliaires qui sont connues dans la région et qui étaient localisables, puisqu'on a à peu près une centaine de bornes, mais toutes ne sont pas localisables en découverte. Donc quand on regarde le tracé entre les villes, puisque c'est des villes antiques qu'on connaît, donc on connaît les noms, on se dit qu'en fait c'est très simple, le tracé est bien connu. Ça c'est la vue d'avion et quand on commence à rentrer dans le détail, on se rend compte que ça peut être plus compliqué. J'ai vu Alain Peyre rentrer dans la salle tout à l'heure, j'y donne mon bonjour, ça va lui rappeler des souvenirs. Donc je vous ai mis une carte, un extrait de la publication de 97 sur la voie domitienne, une des grosses synthèses qui avait été faite sur la voie domitienne à l'époque. Et vous voyez, donc on est sur le secteur de Loupian, des collines de l'Amour, et il y a le tracé de la voie domitienne qui est signalé sur la carte IGN. Donc vous voyez, effectivement, on la connaît partout, puisqu'il y a un trait rouge en continu. La réalité, en fait, à l'époque, était un peu plus complexe. Autant l'axe identifié comme la voie domitienne est souvent très connu, très bien connu. On évoquera la grande ligne droite entre Nîmes et Beaucaire, qui sert encore en grande partie de nationale, sur laquelle on a découvert de nombreuses bornes et qui ne posent pas de problème sur la localisation de la voie domitienne. Je vous ai mis une photo aérienne du bassin de Montbazin, vous voyez à gauche, au milieu de l'écran, la grande ligne droite qui correspond en fait à un chemin rural agricole et qui se continue, vous voyez, sans problème, qui correspond au tracé de la voie domitienne que l'on peut restituer d'après toutes les informations qu'on peut avoir. Plus près de nous, vers Poussin, on commence à s'approcher des zones de garrigues. On a un chemin rural avec des fois des affleurements rocheux sur lesquels s'installent des ornières. Et donc, on se retrouve aussi sur cette grande ligne droite assez cohérente et facile à identifier. Mais par contre, dès qu'on commence à vouloir aller de plus près, et surtout suivant les secteurs, on commence à avoir des problèmes de continuité de cheminement, en particulier sur la commune de Loupian. Je vous ai mis là les deux carrés, alors je ne rentre pas dans les détails, mais c'est Sextensio
et Cessereau, donc, qui correspond à Castelnau, Le Lez et Saint-Ibéry pour la partie ouest, qui est la ville de Saint-Ibéry au bord de l'Hérault. Au milieu, vous voyez Forum Domicy, qui correspond à l'agglomération antique de Montbazin. Et l'autre point correspond au site de Marinesque, au relais routier de Marinesque. Donc vous voyez, on a quand même des éléments qui semblent montrer que ce n'est pas si compliqué de pouvoir restituer de grandes lignes droites. Mais quand on va aller dans le détail, donc ça c'est un extrait de la table de Peutinger. Voilà De l'autre côté Metz, vous voyez, on a aussi quand même un élément très bien conservé. Et vous pouvez voir, c'est une voie agricole. Vous voyez le cailloutis qui apparaît sur le niveau de roulement, qui doit correspondre grosso modo au cailloutis de roulement de l'époque romaine, qui est aujourd'hui dégradé par le passage des tracteurs. Et bien sûr, dans ce secteur-là, l'élément connu et présenté depuis les années 90, la coupe témoin de la voie domitienne de Pinette, qui en fait, on le verra par la suite, correspond à un état dégradé, ce qui nous est arrivé de la voie domitienne, de l'aménagement de la voie domitienne, et qui n'est pas vraiment dans son état initial. De nombreuses publications ont déjà évoqué le problème du tracé de la voie domitienne, et en particulier sur Loupian. Je vous ai juste montré un extrait de cartographie des années, je crois, 40, ou juste après-guerre, qui montrait un problème de continuité et qui faisait passer le tracé de la voie domitienne par le village de Loupian. Ça paraissait cohérent parce que le chemin qui arrive de Poussin arrive à la porte de Loupian, à la porte médiévale de Loupian, en continuité, en continu, sans problème. Et après, la difficulté, c'était retrouver le tracé de la voie domitienne qui était assez linéaire côté vallée de l'Hérault et côté Metz. Donc là, je vous ai mis la carte un peu réactualisée. Vous voyez la date, les données archéologiques avant 2019. Donc ce que vous voyez en rouge, c'est les chemins existants, et les points rouges, c'est des points d'observation archéologique qui avaient pu être faits par Marc Lugan au début des années 80 sur Florensac, Pinette. On avait pu faire des observations de stratigraphie qui montraient qu'il y avait une succession de niveaux de cailloutis et de niveaux de sable, quelques opérations d'archéologie préventive qui ont été de façon très limitée, des observations qui malheureusement, malgré les efforts des archéologues, souvent ne permettent pas d'amener d'éléments chronologiques sur les niveaux observés, tout simplement parce qu'on est sur un chantier de voie publique et que c'est très difficile de trouver des éléments chronologiques qui peuvent être des monnaies, des objets perdus sur la voie, de la céramique. Et dans des chantiers publics aussi importants, on va voir et on va le comprendre pourquoi c'est aussi si difficile. Peu de restes nous parviennent sur ce sujet-là. Et donc Marinesque se trouve au milieu du tronçon jaune, qui est en fait un tronçon absent, où on restitue par un coup de crayon une continuité, mais matériellement, nous avions très très peu d'informations. Quelques indices, toutefois, nous permettaient d'évoquer cette hypothèse. Donc vous voyez, là c'est la fin des collines de l'Amour. Ce que vous ne voyez pas, si vous n'êtes pas habitué, ici se trouve la fouille de Marinesque, dans ce secteur-là. Sur Loupian, il restait un petit tronçon de chemin qui a aujourd'hui disparu, qui correspondait au tracé théorique de la voie domitienne. Et après, on perdait la voie dans la zone de Garrigues, malgré nos efforts d'essayer de trouver des indices matériels. On commença la fouille de Marinesque en 2004 et elle a continué jusqu'en 2023. Il y a eu un arrêt de presque 10 ans. Mais vous voyez à droite la fin des collines de l'Amour. Donc on se trouve au pied des collines de l'Amour dans un secteur agricole
qui a subi l'activité minière de ces dernières décennies, mais en tout cas qui était majoritairement une zone agricole. Il y avait un site archéologique qui était connu de façon très limitée, qui correspondait à une petite occupation quelconque du 1er siècle avant notre ère, et qui théoriquement pouvait se trouver au bord de la voie domitienne. Un collègue, Jean Laforgue, avait évoqué un peu de façon humoristique, avait dit « On a trouvé des amphores italiques, c'est une charrette qui s'est renversée au bord de la voie domitienne ». Donc c'était plutôt pour la boutade, mais c'était plutôt évocateur. On a pu commencer les fouilles avant la destruction des parcelles par l'activité minière, qui nous a permis d'évaluer en fait les vestiges de présence, puisque c'était à l'époque une vigne qui avait été vue en prospection, un site archéologique qui avait été vu dans une vigne. Et donc là, on pouvait voir matériellement à quoi celui-ci correspondait. Là, je vous montre une image de la zone de fouille à la fin de quasiment toutes les campagnes, on va dire on est en 2023-2024. Donc en fait, on avait attrapé les éléments d'un relais routier que je vais vous présenter par la suite, qui se développait de part et d'autre d'un tronçon de la voie domitienne, et plus particulièrement au niveau d'un franchissement d'un petit cours d'eau, le Marinesque. Un cours d'eau sec, comme les cours d'eau, la plupart des cours d'eau méditerranéens, on pourrait dire un noued, qui quand même, comme les gens de la région connaissent, avec les vidourlades et les phénomènes cévenols, pouvait quelques jours par an donner des crues assez importantes. Donc vous voyez tout de suite le volet, ça c'est une vue aérienne qui est très minérale, puisqu'il y a beaucoup de cailloux, et vous allez comprendre pourquoi. Donc la voie a dû franchir, lors de son aménagement, ce petit cours d'eau, qui en fait était assez encaissé. Vous voyez, l'écoulement du ruisseau se faisait là, quand il pleuvait, avec deux versants assez marqués, donc un profil très, très en V marqué, avec d'un côté un calcaire qui était côté garrigue, un calcaire dur, vous voyez la photo d'en dessous. Par contre, de l'autre côté, des niveaux des colluvionnements beaucoup plus tendres, avec souvent des présences d'huîtres fossiles, donc qui géologiquement correspondaient à deux périodes bien distinctes. Donc, pour arriver à franchir cet aménagement, les Romains sont comme nous des Méditerranéens, donc ils savaient aussi, ils connaissaient ces phénomènes climatiques assez tumultueux, donc ils ont décidé d'aménager la voie hors risque d'inondation. C'est la photo que vous voyez, donc avec une énorme mise en place d'enrochement, limité par de très gros murs qui maintenaient cet enrochement sur 18 mètres de large, dans lequel ils aménageaient un dallot, un canal, en fait, au niveau de l'écoulement du cours d'eau, pour permettre le passage de l'eau dans le corps de la chaussée. Ce qu'on voit ici. Et quand on regarde en coupe, ça nous donne ce profil-là. Donc un très gros enrochement, il y a plus de 550 mètres cubes de cailloux qui ont été amenés pour faire cette rampe et rehausser le niveau de la voie et laisser l'écoulement de l'eau à travers ce dallot couvert que le voyageur ne voyait pas puisqu'il était recouvert par les niveaux de roulement. Donc pour vous donner une idée de l'enrochement, vous voyez un peu la dimension. La mire, l'échelle qui est donnée, fait 1 mètre. Hein. Donc vous voyez les blocs à gauche qui maintiennent cet enrochement. Donc qui représente donc une largeur de 18 mètres de large sur une longueur, le tronçon, ça fait presque 80 mètres de long. Ce qui nous donne en fait, quand on restitue le relais routier, les bâtiments du relais routier et les niveaux de la voie, de l'enrochement. Vous voyez ici l'écoulement du Marinesque qui arrive, qui s'écoule à travers la voie, dont on ne le voit pas, mais là on vous a mis un point, à travers le dallot qui permet de passer sous la voie. Et vous voyez qu'on a une voie qui fait 18 mètres de large avec 3 chaussées. Une chaussée centrale, grosso modo elles font 6 mètres de large chacune. Et de part et d'autre de ce franchissement se développent
les aménagements bâtis du relais routier. Vous avez en rive droite des bâtiments ici. Vous avez en rive droite amont d'autres bâtiments qui se développent ici. On le sait sans les avoir fouillés qu'il y en a qui sont aussi présents dans ce secteur. Et en rive aval, enfin rive gauche, pardon, aval, nous avons d'autres bâtiments qui se développent de ce côté. Alors vous voyez que ça commence, vous voyez l'échelle, c'est 20 mètres. Quand vous commencez à rajouter les bâtiments les uns et les autres, ça commence à représenter une bonne surface d'occupation. Les bâtiments étaient plus ou moins... Le bâtiment qui avait été vu en prospection se trouvait ici. En fait, il correspondait au seul bâtiment qui était accroché par les labours de la vigne contemporaine qui faisait remonter des morceaux de céramique. Donc ces bâtiments étaient assez mal conservés puisqu'ils avaient été accrochés par les labours. Et quand la fouille a commencé, on s'est rendu compte que la topographie qui était plane à l'origine, au moment de la fouille, avait été vraiment beaucoup plus marquée que ce qu'on pouvait attendre, puisqu'entre le point le plus haut de la fouille et le point le plus bas où se trouvait l'écoulement du Marinesque, nous avions 6 mètres de dénivelé. En rouge, j'en reparlerai. Vous voyez, ce que vous voyez ici en rouge, c'est les structures de combustion qui correspondent à des fours et des foyers liés à la cuisine, en fait. Vous voyez l'état ancien. Donc là, on est vraiment sur le premier état de construction de la voie domitienne, autour de moins 100, moins 118, moins 100. Pourquoi je dis moins 100, moins 118? Parce que historiquement, c'est la création, c'est moins 120, moins 118 historique. Nous, notre réalité archéologique, nous avons des niveaux d'occupation avec du matériel céramique qui est daté au plus ancien autour de moins 100, à plus ou moins 10-15 ans près. Les éléments qu'on a ne nous permettent pas d'être plus précis, et qui viennent s'appuyer contre cette construction. Donc la construction est antérieure au niveau qui viennent s'appuyer contre, puisque s'il n'y avait pas la voie, on ne pourrait pas appuyer les bâtiments et les remblais qui sont contre. Donc on est sur une construction qui est avant 100. Vous voyez ici la couverture du dallot, de l'écoulement. Là, on a fait un sondage, vous voyez, c'est où on voit le canal. Et bien sûr, l'enrochement. Vous voyez la sortie du canal, là, on est à l'exutoire du dallot. Vous voyez le gabarit des... Ça, c'est 1 mètre. Hein. Le gabarit des blocs dans la construction, c'est quasiment là, sur ces gros murs, que du calcaire froid qui viennent des collines qui ont été extraits des collines de l'Amour. Il n'y a pas de liant de mortier de chaux. Et quand vous voyez la coupe de la voie domitienne, vous voyez bien les 2 murs d'enrochement qui maintiennent l'enrochement ici, avec les 3 chaussées, la chaussée centrale avec un cailloutis qui est un peu plus soigné, avec des murs bordiers, et les 2 chaussées de bas-côté. Vous allez voir, comme on est à un franchissement du cours d'eau, on a un gros enrochement qui a été fait antérieurement. Donc en fait, on a soigné ici la mise en œuvre des 3 chaussées pour ne pas qu'elles s'abîment, justement liées au franchissement. Et de part et d'autre, des écoulements qui permettent de drainer les eaux pluviales. Un des constats de la fouille, c'est de voir qu'en fait, les schémas qu'on nous montre des fois sur Google, de dire oui, on décaisse une grande tranchée sur l'emprise de la voie pour installer l'enrochement, donc on fait une mise en forme. En fait, on se rend compte que ce n'est pas vrai. Ils installent directement l'enrochement sur le sol existant. Je pense que c'est une économie de moyens, parce qu'ils ne vont pas se rajouter du volume de terrassement enlevé pour après en remettre. Et ça leur a joué des tours, parce que ça a provoqué des effets d'affaissement avec l'érosion, avec l'histoire le fonctionnement de la voie et des chemins et des fossés de drainage. Vous voyez sur le bas-côté à amont, là c'est une photo, on a des traces très linéaires qu'il faut considérer comme des traces d'ornières qui sont marquées parce que le terrain devait être légèrement boueux. Et comme on est sur le bas-côté, c'est un peu moins soigné que la voie centrale.
et ça a laissé, la charrette a laissé des traces d'ornières par la couleur du sédiment qui est venu s'enfoncer dans le sédiment sous-jacent. Mais ce n'est pas des ornières très marquées par rapport à ce qu'on voit sur les autres chaussées. Parce que quand on regarde les autres chaussées, vous voyez clairement voyez les ornières qui se dessinent sur un cailloutis très compact, très très dur. Donc, ne me dites pas il n'y a pas de dallage, parce qu'il n'y a pas de dallage sur la voie domicienne. C'est des matériaux qui viennent de la proximité du chantier. Il y a un effet de réalité. Et vous discuterez avec n'importe quelle entreprise de BTP, elle vous dira ou de travaux, elle vous dira la même chose. On ne fait pas venir du cailloutis d'une carrière qui est à 400 km. On prend le cailloutis qui est le plus près du chantier. Économiquement, ce n'est pas réaliste. Et donc les Romains ont dû envoyer avec les géomètres, avec les arpenteurs, des spécialistes des matériaux qui ont repéré les affleurements voisins du chantier pour aller extraire tous les besoins qu'ils avaient. Et d'ailleurs, ce que je vous ai montré, un versant en calcaire dur et un versant avec des galets et des huîtres fossiles, sur la voie, sur les niveaux de roulement contemporains de la première voie, on a un cailloutis qui est beaucoup plus dur sur le versant calcaire, et de l'autre côté, on retrouve aussi l'usage d'huîtres fossiles concassées pour faire le niveau de roulement. Et on ne comprenait pas pourquoi les traces d'ornières que je vous ai montrées sur ce côté n'étaient pas très, très marquées par rapport aux autres secteurs. On a mis du temps à comprendre pourquoi, dans notre cas de figure à Marinesque, ce bas-côté était peu marqué par des ornières. En fait, au moment de la construction du relais routier, quasiment, c'est pareil, on ne peut pas le dater, on est contemporain, je ne peux pas vous dire si c'est 6 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans. La construction du relais routier est contemporaine de la construction de la voie domicienne. Je vous ai donné les dates, on a de la chronologie vers moins 100. Les monnaies n'amènent pas d'informations plus précises, puisqu'à part les monnaies romaines qui ne représentent qu'une petite part, où les dates peuvent être très précises pour la frappe de la monnaie et pas pour le fonctionnement, on ne peut pas être plus précis. Mais on a compris pourquoi il y avait très peu d'ornières marquées sur ce bas-côté, parce qu'en fait, il y a eu la création d'un carrefour, ici, sur lequel donc un petit chemin vient se connecter, petit chemin secondaire vient se connecter sur la voie domicienne, et en créant la rampe d'accès à ce chemin, qui longe les bâtiments présents ici, du relais routier, on a barré la circulation sur la chaussée de bas-côté. Et en barrant cette circulation, on n'a pas généré d'ornières de marque. Et même, il a fallu rapidement modifier la mise en œuvre de la voie. Pourquoi ? Parce que tous les véhicules qui pouvaient arriver sur ce bas-côté se retrouvaient coincés et ne pouvaient pas continuer le cheminement. Donc il a fallu rapidement supprimer le mur bordier de ce côté, de la voie centrale, pour permettre aux véhicules de pouvoir remonter sur la voie centrale et franchir le carrefour qui bloquait la circulation. Vous voyez ? Alors à l'époque, on appelait ça la virgule, parce qu'on ne comprenait pas pourquoi de ce côté, on avait des remblais très compactés, avec des fois des ornières, qui faisaient comme une virgule sur le bas-côté, ça paraissait anormal. Il a fallu attendre la dernière campagne de fouille pour comprendre que c'était tout simplement une modification, parce que dessous on a retrouvé la fondation du mur bordier qui avait été arasé complètement. Là c'est pour vous montrer le mur, ça c'est la voie domicienne qui est dans ce sens, et là c'est la construction de ce mur qui vient barrer la chaussée latérale. Voilà. Donc ça c'est un petit détail, et donc avec le mur bordier cassé, on se retrouve avec ce cas de figure. Là, on est sur le premier niveau de roulement de la voie, avec, vous voyez, la voie centrale avec un cailloutis et des... Alors, ne me posez pas la question, quelle est la largeur des charrettes? Je pourrais vous dire entre 40 et 6 mètres de large. Parce que des ornières, il y en a partout. Il n'y a pas de rails, il y a des ornières partout. Et vous voyez, sur le bas-côté, par contre, on ne voit plus de mur bordier de ce côté, puisqu'il a été détruit volontairement
pour permettre aux véhicules de remonter sur la voie. Là, c'est des états plus récents. On est toujours au début du 1er siècle, on est vers moins 100, on n'a pas changé. Je vais évoquer rapidement, puisque c'est le seul relais ancien qu'on connaisse sur la voie domitienne, du 1er siècle avant. On aimerait en avoir d'autres, mais on n'en connaît pas d'autres à l'heure actuelle. J'espère que ça changera dans les années futures. On est sur le seul relais routier qui serait contemporain de la création de la voie domitienne. Donc, on ne peut pas faire de comparaison. Les certitudes qu'on a, c'est vu les éléments qu'on a pu observer plus ou moins bien conservés. On a, vous voyez, la proximité, pour ne pas dire l'intime relation entre la voie, la mise en œuvre de la voie et les bâtiments. On peut dire sans prendre de risque qu'il y a des chances que sur ce relais routier, il y ait un lien direct ou indirect avec le pouvoir romain ou le contrôle romain de la circulation. Alors pourquoi on peut dire ça? D'abord, dans la mise en œuvre, c'est pas au moment de la création d'une voie publique qu'on laisse n'importe qui s'installer au contact de cette voie. Il y a des réserves obligatoires. Et les éléments qui ont été retrouvés pendant la fouille évoquent beaucoup de choses. Donc en particulier, ce que vous voyez là, donc là c'est un peu une mise en scène, mais nous avons trouvé un très grand lot de stylets en os, voilà, comme un stylo bic, avec écrire à la pointe d'un côté et la gomme de l'autre, pour écrire sur des plaques en bois avec de la cire. Voilà, là c'est une reconstitution, mais ça c'est un stylet de marinesque, qui montre bien que dès le début du 1er siècle avant, on a de la comptabilité, de l'écriture importante. Donc, est-ce que c'est pour contrôler les marchandises? Est-ce que c'est pour faire de la fiscalité sur cette voie d'importance? Ce qui va dans ce sens, c'est la présence de plusieurs bagues chevalières avec entaille. Vous voyez la bague avec une entaille. Ça, c'est une entaille, hein, c'est grossi 10 fois, là. J'exagère, mais c'est en pâte de verre. Qui sert en fait à faire quoi? Ces chevalières elles servent à faire des seaux pour sceller des... Et vous voyez ici un petit couvercle de coffre à seaux, on en a retrouvé 2 en os, qu'on a retrouvé sur la fouille. Donc vous voyez qu'il y a ce côté fiscalité, contrôle, comptabilité qui a l'air assez important, puisque quand je vous dis on a trouvé des stylets, c'est pas 2 ou 3, hein, c'est une quinzaine. Et sur tous les bâtiments. Donc c'est pas anecdotique. Associé à ça, bien sûr, de la céramique, rien d'étonnant. À gauche, vous voyez, pour l'essentiel, à part celle-là, c'est des cols d'amphore italique, donc ça veut dire qu'on consomme beaucoup de vin, puisque ça transporte du vin. Alors, ça pourrait être du transport. Alors, c'est plus que du transport, c'est même de la consommation. Pourquoi? Parce qu'on a des ensembles de gobelets à boire en quantité astronomique sur le site. Donc, ça veut dire qu'il y a un peu de distribution de boissons. Et quand on fait des comparaisons avec des sites comme Latte, où une auberge a été fouillée, on en a en proportion encore plus qu'à Latte. Et ce que vous voyez là, c'est en bronze. Ça correspond à un poussier d'entonnoir italique qui sert à vider en fait les amphores dans les pichets. Et là, on a pareil, on a une des plus grosses séries qu'on connaisse de la région. Donc vous voyez, grosse consommation de vin, on va dire, pour ne pas dire d'alcool, donc débit de boisson. Qui dit boisson, il faut l'acheter. Donc on a sur le site trouvé énormément de monnaies, et en particulier de petites valeurs, c'est-à-dire des monnaies en bronze, et on est dans le monde marseillais, donc beaucoup de petites monnaies en bronze de Marseille, qui montrent qu'il y a
il y a de l'achat de consommation, quelque part. Et donc là, pour vous montrer, donc on est dans la conquête romaine. Les monnaies romaines représentent moins de 8% de l'ensemble des monnaies retrouvées sur le site. On est dans un monde gaulois quand même, et dominé par l'économie marseillaise. Le grand cercle, c'est les monnaies marseillaises. Après, on a des monnaies exotiques qui viennent d'Espagne, qui viennent du Massif central, de la Gaule chevelue. Donc là, c'est pour montrer un peu le panel très varié des monnaies. Donc, des monnaies à la croix, avant, c'était. Voilà, donc, bon, là, je vous ai mis des belles monnaies, hein, parce que la monnaie commune avait au taureau cornupette. J'évoquerai à peine le fait qu'en fait, je vous ai montré tous les fours présents sur le site, les fours et foyers. Tout ça, c'est pour faire de la cuisine. Donc, on se retrouve avec peu de faune, globalement. Nous n'avons aucun équipement de production agricole qui montre que ça a une autre activité que de la production agricole. La faune retrouvée est très fragmentaire, et en particulier, on voit qu'il y a du débitage de petites pièces. Et en fait, c'est un signe pour montrer qu'il y a de la préparation, et que donc c'est pour faire un produit fini, dans des ragoûts, des préparations cuits ou grillées, puisqu'il y a aussi des structures pour griller. Tous les éléments vont dans le sens de dire qu'on est sur un relais routier. On a, dans l'échantillonnage de l'instrumentum, beaucoup de décorum pour les chevaux, les harnachements de chevaux. Et on a détecté, par exemple, donc il y a beaucoup de circulation de chevaux, mais il y a aussi de la circulation lourde, du poids lourd. Le poids lourd, c'est du bœuf. Et on a trouvé un gros ensemble ça y est, je vais oublier, ça y est, de bouvier. C'est-à-dire, c'est une petite pièce en fer, une pique, un ardillon de bouvier. Et en fait, qui est emmanché sur une petite baguette en bois et qui sert à piquer le cul des bœufs pour les faire avancer. Et on en a trouvé une dizaine qui montrent qu'il y a une circulation, et bien sûr, il y a la circulation piétonne. Et j'oubliais, pour ne pas y revenir, sur le relais routier, on a donc des études qui sont en cours par des étudiants qui montrent que sur place, l'étude des graines montre que sur place, on a de la coupe de foin pour nourrir les animaux, puisqu'on a des espèces sauvages qui sont présentes, alors que si c'était du foin amené par charrette, le foin aurait séché et ces espèces auraient été perdues. Alors que si on ramasse sur place du frais, on les retrouve. Et ça avance sur le sujet, on trouve des choses assez intéressantes, puisqu'on a un gros échantillonnage sur ce domaine. Je reviens sur la voie, parce que sinon, ça ne sortira pas. On revient sur le problème de la perte de la voie. Donc, on a la voie domitienne visible sur le tronçon de Marinesque, mais après, on perd un peu les choses et les indices. Je vous remontre donc, la fouille est ici. On avait un indice avec le chemin là. Et vous ne le voyez pas très bien là, mais si on zoome au pied de la garrigue, alors que là, on ne voit rien du tout. Alors, on a vu des dizaines de campagnes de photos aériennes, on n'a jamais rien vu. On a vu des traces sombres dans les années 90. Et puis là, tout à fait par hasard, sur un suivi d'opérations linéaires, on a une édition fabuleuse avec les deux fossés, les deux traits que vous voyez, Marinesque est là. C'est 20 mètres de distance entre les deux fossés. C'est exactement le standard qu'on a à Marinesque. On n'a pas fouillé, on n'est pas allé vérifier, mais vous voyez, dans le grand champ, là, au bon moment, pour les gens qui connaissent, c'est le nouveau château d'eau de Loupian, là, ici. Et donc après, c'est perdu. Donc on restait bloqué sur les données de Marinesque ou des données très lacunaires. En 2019, il y a Aquadomitia, le chantier d'Aquadomitia, qui devait passer sur notre secteur, qui longeait, voire coupait la voie domitienne. À plein d'endroits, on pensait pouvoir la voir. On n'a pas réussi à la voir parce que souvent, à côté de la voie domitienne a été posé un gazoduc, donc qui, pour des questions de sécurité, pose des problèmes d'accessibilité.
Mais on avait quand même, avec les données qu'on avait déjà sur l'Oupian, des indices de croiser la voie domitienne dans la zone de colline de l'Amour. C'est ce qui s'est passé. Et donc on avait quand même des grosses présomptions, donc on a été très attentif au diagnostic dans ce secteur. Donc le diagnostic archéo s'est fait là. Ça c'est le tracé un peu théorique de la voie domitienne avec ces informations. Et ça, vous allez voir, ça correspond à une autre, juste après, une autre observation qui a pu être faite totalement par hasard en allant voir le chantier ici. Voilà. En fait, il y a un chemin de garrigue où on passe en voiture ou à pied, vous voyez. Et puis ce jour-là, il y avait la lumière qu'il fallait au milieu du chemin. Vous voyez, vous avez un alignement de pierre qui est là. Et vous voyez, il y a des pierres aussi de ce côté. Donc quand vous mesurez d'ici à ici, ça fait 6 mètres. Vous voyez le cailloutis ici. Et quand vous faites le relevé, et là il y a une rupture de pente. Donc vous voyez, c'est là ce que je vous montre. La fouille archéologique, le diagnostic archéologique a eu lieu ici. Vous voyez, c'est là. Et quand on fait la coupe, ça fait ça. Le chemin actuel qui est là, l'alignement de pierre, de là à là, on a 6 mètres ou 6 mètres 60, comme à Marinesque. Un mur de soutènement, et ici, curieusement, alors qu'en garrigue, il n'y en a pas, un limon très fin. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça, vous verrez par la suite. Et ici, de même. Voilà. Donc là, on n'a pas fouillé, on a juste fait un relevé en coupe des observations. Donc le diagnostic se fait. Cette information, elle est arrivée en même temps que le diagnostic. Et il y avait des anomalies assez curieuses. Et en particulier, ça, c'est-à-dire dans des tranchées en pleine garrigue, pour les gens qui connaissent. D'abord, on a des grosses pierres usées, avec des niveaux très, très compactés associés, et avec des traces d'ornières, vous voyez, ici, là. Là, il y en a une qui a été testée, vous voyez l'ornière ici, qui a été testée, et de façon très, très difficilement lisible. Mais ça ressemblait quand même étrangement aux informations qu'on avait sur Marinesque. Donc il y a eu une prescription de fouille avant l'aménagement de la conduite d'eau, qui a été faite. Donc c'est le service de cette aglopole qui a fait le diagnostic, et c'est l'INRAP, l'établissement public, qui a fait la fouille. Donc vous voyez, à vol d'oiseau, on n'est pas loin de la fouille de Marinesque. On est en pleine dans la garrigue des collines de l'Amour. Voilà. Le chemin que je vous disais de la voie domitienne, qui arrive de Poussin, à partir de là, il part sur l'Oupian. Et là, c'est perdu. Et donc, après avoir ouvert sous quelques centimètres de terre de garrigue, vous voyez, on tombe sur des magnifiques niveaux de roulement très bien conservés, avec, là, je vous ai mis celle-là parce que c'est très didactique en écorché. Donc on a dessous le banc rocheux, le calcaire au froid présent, qui a des fois été bûché, des fois il a fallu boucher des trous, on a amené des matériaux, des murs bordiers, vous voyez, il y a plusieurs phases de reconstruction aussi à cet endroit. Vous voyez, un mur bordier là, une reconstruction plus récente ici, un autre mur bordier ici, avec un très beau niveau de roulement. Vous voyez, une rupture de pente ici, avec un niveau très compact, mais très fin, dans lequel on a vu des ornières au diagnostic. Et quand on dégage ça en surface, on a ça. Vous avez la voie centrale, ici, limitée par des murs bordiers, avec l'enrochement, le cailloutis très soigné de la chaussée centrale, exactement comme à Marinesque, et de part et d'autre, deux chaussées de bas-côté, moins soignées, mais vous voyez les traits blancs, là, c'est des traces d'ornières. Moins soignées, mais aussi praticables, et qui, dans ce cas précis, ne sont pas du tout dans la même configuration, puisqu'on ne franchit pas un talweg. Donc il n'y a pas la même mise en œuvre initiale, puisqu'il y a
le rocher de la garrigue qui est pas loin et donc qui est très stable. Mais comme on a un versant qui va d'ici vers là, les chaussées sont installées en terrasse. Celle-ci est plus bas que la voie centrale. Et celle-là est au même niveau que la voie centrale. Donc quand on regarde en coupe, en fait, vous voyez, on a cet effet d'aménagement en palier, avec des murs de soutènement qui maintiennent le bas-côté. Et les couleurs qui changent, c'est différentes reconstructions, phases de reconstruction. Alors ici, on a très peu d'éléments de datation. Mais en tout cas, on a au moins trois phases de reconstruction des niveaux de roulement de la voie. Et on est, les quelques éléments qu'on a, on est entre le 1er siècle avant et le 1er siècle après, ou le Haut Empire pour faire plus large. Voilà. Donc on a la même configuration en emprise que ce qu'on a sur Marinesque. Et là, il n'y a pas d'établissement associé. Hein. On est en pleine garrigue, hein, vous avez vu. Voilà, c'est notre vue. Celle-là, je vous l'ai mis parce que donc, le cailloutis avait la voie centrale et les murs bordiers. Les deux voies de bas-côté, bon, on n'a pas pu tout dégager parce qu'on était... L'aménagement n'allait pas plus loin. Je vous ai mis ça pour ce petit détail. Là, on est en garrigue, il n'y a quasiment pas d'écoulement. Mais il y a un petit fond de talvet quand même très discret. Et ils ont fait l'effort de mettre une petite conduite sous la voie pour drainer les eaux qui viennent du versant, pour éviter qu'elles viennent raviner le... Vous voyez, on a tout le gabarit de gestion des eaux calibré pour les besoins. Je reviens sur Marinesque pour dire que là, ce que j'ai évoqué, c'est que la voie, il y a une première phase de construction, et après, elle va évoluer, elle va être entretenue dans le temps. Et nous, à Marinesque, on est au fond d'un versant, d'un talweg. Il y a des mises en culture qui se généralisent avec la pression agraire des Romains sur le territoire, qui va favoriser l'érosion des versants, puisque la mise à nu des sols va favoriser l'érosion, et donc la descente de sédiments. La voie barre l'écoulement du Marinesque, et donc va retenir les sédiments. Petit à petit, en fait, le dallot va se boucher. Vous voyez ? Là, c'est un état avancé dans le... On est toujours au 1er siècle avant, mais vous voyez, le dallot, il n'y a que l'eau du dallot qui est disponible à l'écoulement. Il y a des apports, des rejets... À un moment donné, il se bouche, ou en tout cas, il y a une crue tellement importante qu'un des gros murs, celui-là d'ailleurs, ce mur-là, le mur qui maintient l'enrochement, cède. Donc c'est celui-là, vous voyez. Il a cédé. On retrouve des blocs. Il a été emporté par une crue, avec une partie de la voie, et ils ne l'ont pas reconstruit. Ils ont décidé de ne pas le reconstruire. En fait, ils ont aménagé une grande plateforme, ici, en essayant de chenaliser l'écoulement. Vous voyez, ces gros blocs-là ne viennent pas de la voie, ils ont été amenés, puisqu'ils n'ont pas les mêmes origines géologiques, et donc ils ont rempli toute une zone de terrasse. Alors là, c'est Christophe, au fond du chenal, vous voyez, là on est en train de faire des relevés. Ils ont créé, vous voyez ces grosses boules-là, qui n'ont rien à voir avec les photos d'avant. C'est des pierres en calcaire gréseux assez grossières, qui marquent le bord d'un chenal. Donc celui-là était déjà en partie comblé, il ne restait qu'une partie d'écoulement possible. Et cet enrochement a permis de remblayer tout l'arrière, pour protéger aussi les bâtiments du relais routier. Donc là, on est dans la deuxième moitié du 1er siècle avant. Le relais est toujours présent, est toujours en fonctionnement, mais le chenal, le dallot se bouche, et donc ils sont obligés d'investir sur la voie pour maintenir un écoulement et un fonctionnement de la voie correctement. Donc on rehausse la voie pour se mettre à l'abri des crues. Donc vous voyez, là c'est la voie centrale. En rehaussant la voie, c'est pour se mettre hors d'eau des apports sédimentaires qui viennent d'amont. Le dallot étant bouché, ils sont obligés ils vont bricoler
un écoulement à moindre frais, on va dire. Vous voyez, la grande coupe, le dallot qui était là est bouché. Il rehausse un peu la voie de quelques dizaines de centimètres, on va dire 40-50 cm. Et il crée à la zone où il y avait l'écoulement qui se faisait, le point le plus bas, des petits canaux de 40 cm de côté pour permettre l'écoulement des eaux. Je peux vous dire que ça suffisait quand il ne pleuvait pas fort, mais lors de grosses crues, ça n'a pas été suffisant. Mais ça a tenu quelques décennies. Quelques décennies, et pendant l'existence encore du relais routier. Sauf que je pense qu'ils ont pris de plus en plus de... Donc en plan, ça fait ça, vous voyez. Donc, vous voyez, la voie de bas-côté, là, n'existe plus, puisqu'elle est recouverte par des sédiments, des apports liés à l'eau. Et vous avez trois petits canaux qu'on peut restituer et qui permettent l'écoulement. Ici a été construit cet enrochement pour essayer de maintenir la plateforme de remblaiement ici. Donc le mur ici a disparu. Le très gros mur qui maintient l'enrochement, on ne le voit plus. Voilà. Donc la fonction de circulation des bas-côtés, celle-là, elle ne fonctionne plus. Et celui-là, il commence à être un peu endommagé. Mais il y a toujours les différents bâtiments en fonctionnement. Ce qui fait en coupe, la coupe que je vous avais présentée, donc vous voyez l'accumulation des sédiments, on reconstruit la voie avec seulement un niveau de roulement central, avec les deux murs bordiers ici. Là. On rehausse. Et là, c'est des apports sédimentaires naturels qui viennent au fur et à mesure colmater en amont, mais il y en a aussi qui passeront petit à petit en aval. Vous voyez, le petit, c'est pas du tout le même gabarit. Hein. C'est le seul petit canal qui est resté conservé, qu'on a pu fouiller et observer. Ça se bouche aussi, il y a plein d'autres crues. Le relais routier est abandonné, parce que d'abord il y a beaucoup de bâtiments qui sont en contrebas, donc qui sont en zone inondable, et abandonné, peut-être pas qu'à cause de ça, mais en tout cas ce qui a participé assez lourdement, quand on voit les accumulations sédimentaires. Mais la voie ne s'arrête pas, c'est une voie publique, on est au Haut-Empire, et donc on crée là un ouvrage beaucoup plus imposant que la phase antérieure. On crée le Ndalo à Barbacane, on rehausse la voie de plus d'1 mètre. Et on crée avec un gabarit assez imposant quand même. Donc là on rehausse. Mais il n'y a plus de relais routier. C'est juste de la circulation qui est... L'investissement est assez lourd, puisque là c'est lié au mortier de chaux. On n'a pas roulé sur ces dalles, hein. Il manque ici les niveaux de roulement qui ont été emportés par les crues postérieures. Donc c'est du gros gabarit. Vous voyez les différentes accumulations sédimentaires d'écoulement plus ou moins grossières, sableux, gravillonneux, limoneux, qui se sont retrouvées présentes dans les canaux, qui à un moment donné n'ont plus été entretenus non plus. Et vous voyez, le fonctionnement n'est plus du tout le même qu'avec le relais routier. Le carrefour est hors d'eau, donc la voie secondaire qui existe encore aujourd'hui continue à fonctionner. Et là, on a la voie centrale qui fonctionne. Vous voyez que volontairement, ils ont fait une réduction pour ne pas avoir à construire un ouvrage trop gros. La circulation se réduit à l'économie. Et il n'y a plus de chenaux au sens aménagé. C'est vraiment des fossés qui permettent l'évacuation de l'eau avec la pente sans stabilisation importante. Et vous voyez en coupe ce que ça donne, on est ici. Donc vous voyez l'état initial de la première voie est là, ce qu'on a gagné en élévation. Et bien sûr tout ça c'est des accumulations sédimentaires. Voyant ce que ça peut donner. Ça, c'est le cumulé de tous les trois phases d'aménagement du franchissement pour l'écoulement de l'eau sur Marinesque. Je vous montre très rapidement, pour vous montrer l'épaisseur sédimentaire des dépôts. Le substrat naturel est là, le Marinesque a coulé à ce niveau-là. Tout ça, c'est dans l'axe du pont. C'est tous les dépôts sédimentaires liés au fonctionnement de la voie domitienne et des différents
ouvrage d'écoulement. Et le dernier, le Ponceau à Barbacane, c'est celui-là qui a généré tous ces dépôts sédimentaires, ici. Voilà. Vous voyez l'échelle un peu des dépôts sédimentaires déposés jusqu'à nos jours. Là, c'est 1 mètre, ça. Hein. Voilà. Alors, je glisse, je vais passer sur plein de thèmes différents. Je glisse juste cette carte qu'on avait fait avec Christophe pour évaluer le nombre d'ouvrages qui devaient exister sur la voie domitienne. De différents gabarits. Je ne dis pas que c'est tous des gros ponts, mais vous voyez le nombre grosso, et encore là, c'est à minima. C'est à minima, puisqu'on se rend compte qu'il y en a plus que ça. Donc, Marinesque, c'est là. Hein. C'est-à-dire, c'est même pas un cours d'eau important. Hein. C'est pas un cours d'eau pérenne. Hein. Les bleus, c'est des cours d'eau pérennes. Donc, vous imaginez le nombre d'ouvrages qu'il y aurait à découvrir s'ils sont conservés, parce que c'est la question qui reste ouverte. Je vais vous faire un panorama rapide, en partant de Beaucaire, Ugernon, avec des thématiques différentes de la voie domitienne. La cité de Nîmes, pourquoi? Parce que d'abord là, il y a Ambroussomme, Nîmes, Ugernon. Le tracé entre Nîmes et Beaucaire est tout droit, donc il n'y a pas de sujet. Là, c'est juste pour vous montrer l'illustration, la localisation des bornes milliaires qu'on connaît du secteur, ou qu'on arrive à localiser. Vous voyez qu'il y a de nombreuses bornes qui ne se retrouvent plus aujourd'hui au bord de la voie domitienne. Donc il y a des effets de déplacement assez importants. Et d'ailleurs, quand on a travaillé avec Christophe sur les localisations des découvertes, on s'est posé cette question-là sur celle-là, vous voyez, qui est classée monument historique, qui se trouve à Huchot, qui est une magnifique borne milliaire, mais qui n'est pas sur la voie domitienne. C'est-à-dire qu'on croyait qu'elle était en place, mais elle n'est pas en place parce que Ambroussomme est là, ce chemin ne va jamais sur Ambroussomme. Donc elle a été déplacée de quelques dizaines de mètres pour prendre la borne de la voie antique, pour la mettre au bord de la voie royale, pour montrer l'ancienneté, la tradition du pouvoir central. Voilà, donc ça a été une surprise parce qu'on ne s'y attendait pas. Vous voyez, donc il faut toujours être critique sur les données, même matérielles, parce que des fois, on peut avoir des faux avis. On a la chance, dans les données récentes sur la voie domitienne, d'avoir les rares relais routiers qui ont été fouillés sur la voie domitienne. Je passerai rapidement, parce que ça a été évoqué à la dernière conférence sur Ambroussomme, mais c'était obligé de vous mettre au moins une photo avec l'hôtellerie d'un certain gabarit, on va dire, pour ne pas dire... Donc on est dans le quartier bas, pas loin du pont, donc on n'est pas sur l'oppidum, hein, la voie domitienne est là, elle n'est pas en haut. Vous voyez l'hôtellerie avec la cour centrale. Ici dans ce secteur, il y a des petits thermes. Alors vous voyez ce plan, vous allez comprendre, ça fait partie des standards pour le Haut-Empire, puisque là on est un siècle après Marinesque. Je vous ai mis le pont, une vieille photo du pont parce qu'il y a les deux arches mais j'en dirai pas plus, il est assez connu. C'est quand même un des plus vieux ouvrages, j'ai revérifié les dates, il serait de la fin du premier avant. C'est quand même exceptionnel, hein, bien avant le pont du Gard. Et une fouille préventive qui a permis ici, Mazerou, doublement de l'autoroute A9, de trouver une auberge. La voie domitienne est là. Malheureusement, sur la fouille, la voie n'était pas conservée parce qu'elle a été accrochée par les labours. Et ce qui a permis de reconnaître un petit relais routier de type auberge, c'est le plan à gauche, vous voyez. Alors, il y a une petite phase ancienne du premier avant, mais qu'on n'arrive pas à connaître au niveau du plan. Par contre, ce plan-là fait partie des plans du Haut-Empire et c'est le plan standard des relais auberges, c'est-à-dire cour intérieure, pièce cuisine, des fois pièce thermale. À l'arrière, on peut stocker les marchandises et à l'étage, on peut dormir. Et c'est un plan qu'on connaît partout en Gaule sur la route qui va à Millau, on en a trouvé un. Le plan que je vous ai montré d'Ambroussomme,
C'est un plan, mais à un gabarit un peu plus de standing, c'est de l'hôtellerie 4 étoiles. Voilà. Et ça, c'est vraiment dans le Haut-Empire, 1er, 2e siècle, qu'on a ce type d'aménagement sur toutes les voies romaines de Gaule. Je vous ai évoqué vraiment un coup de vent le réseau secondaire, parce que là on parle de la voie domitienne, qui est la voie publique du sud de la France, mais qui va générer, comme je vais montrer avec le carrefour, un réseau de chemins secondaires. On a la chance, sur Loupian, d'avoir eu beaucoup d'opérations archéologiques qui nous donnent, vous voyez les traits rouges, c'est des chemins qui sont quasi avérés ou quasi avérés antiques. On connaît même des fois le statut de ces chemins. Ici, c'est le chemin de Marinesque. Pourquoi? Parce qu'on a eu la chance, à un siècle de distance, de trouver des bornes routières. Donc celle-là, elle est au musée de Latte, elle a été trouvée à 800 mètres de Marinesque, ici. Il y a marqué Iterpris, chemin privé. Si, attention, vous rentrez dans un chemin privé, c'est assez classique, c'est du droit romain. Et nous, on a eu la chance à Marinesque d'avoir la même chose, mais un peu plus détaillée, avec iter privatu precario, chemin privé précaire. C'est-à-dire, on vous donne le droit de l'utiliser, le propriétaire peut vous donner le droit de l'utiliser à titre précaire. Si demain il ne veut plus vous laisser ce droit, vous ne pouvez pas le revendiquer. Et c'est du droit romain qui s'installe en Gaule. Ça, vous voyez, ce n'est pas un détail. Et nous, on a la chance à Loupian d'en avoir deux à moins d'1 kilomètre de distance. Alors, c'est écrit des deux côtés en plus. Je continue sur d'autres secteurs. Je ne parlerai pas des rues ou des avenues urbaines comme à Narbonne, parce que pour moi, c'est un autre statut que la voie domitienne. C'est des rues ou des avenues urbaines. Donc c'est autre chose. Mais on a la chance, avec l'archéologie préventive, d'avoir pu reconnaître au sud de Narbonne un ouvrage inédit de franchissement. Vous voyez, qui se trouve ici. Ça, le jaune, c'est la voie domitienne. Il se trouve ici, au franchissement d'un petit oued aussi, comme très, très similaire à celui de Marinesque. Lui, il n'a pas tout à fait la même histoire, puisqu'il n'y a pas de relais routier. Il n'a pas été entièrement fouillé, il a été reconnu, mais il n'a pas été, puisqu'il a été conservé, il est classé monument historique maintenant. Donc vous voyez là, c'est le haut de l'extrados de la voûte du pont qui est visible. Et vous voyez les ornières qui sont venues dégrader vraiment la maçonnerie, parce qu'il n'a pas été entretenu. C'est une fouille de mon collègue Olivier Ginouès. Il est plutôt du Haut-Empire, il y a une phase plus ancienne de roulement plus ancien. Et là, pour évoquer la problématique de restitution des tracés de la voie domitienne, vous voyez déjà, j'ai oublié de le dire avant, qu'il y a beaucoup moins de bornes milliaires reconnues dans ce secteur. Il y en a une là et une là, vous voyez. Donc on est dans la plaine roussillonnaise. Il y a des problématiques de tracés. Jusqu'à Russino, le tracé de la voie domitienne ne pose pas trop de problèmes. Il est assez bien conservé. Il y a unanimité pour s'accorder de dire que le tracé est là. On peut se poser des questions sur... Après Russino, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut attendre la montée des Pyrénées pour arriver au col de Panissar, au trophée de Pompée, pour avoir un peu plus de certitude. Tout ce secteur, mais nos collègues catalans y ont travaillé, mais pour le moment, ils ont fait chou blanc. Chou blanc. En tout cas, les hypothèses, ils n'ont pas pu vérifier les hypothèses parce qu'il n'y avait pas d'éléments probants ou d'éléments chronologiques. Une des raisons, on est au pied des Pyrénées. Vous voyez le problème de la dynamique d'érosion avec les Pyrénées et des cours d'eau qui ne sont pas tout à fait les mêmes que dans notre plaine languedocienne. Vous voyez cette petite chapelle romane. Voilà. Le sol actuel, le sol antique. Vous voyez l'épaisseur sédimentaire. Et on sait par les textes qu'au Moyen-Âge, il y a des cours d'eau qui ont changé de lit. Donc, qui ont pu faire disparaître complètement des tronçons complets de la voie domitienne. Pour finir, une restitution sur une image du trophée de Pompée à Panissar qui peut se visiter, où
voilà, qui fait partie aussi, puisqu'on est vers moins 71, moins 70, le trophée de Pompée, après avoir gagné les guerres d'Espagne contre, qui a voulu faire son souvenir, se faire rappeler, et le collègue qui ont fouillé dans les Pyrénées. Et je vous remercie.